Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément week-end de Tech Café. Vous avez toute l'actu phare de Tech Café, de la tech en général et de ses enjeux de société dans le précédent épisode du podcast. Abonnez-vous pour aller le consulter. Et évidemment, là, on prend le temps de se poser un petit peu plus dans des conditions un peu moins formelles, sur un format moins structuré et je pense tout aussi captivant. On va vous parler notamment de la Display Week qui a eu lieu et qui nous a présenté des chouettes choses autour des écrans et puis plein d'autres choses qui ne tournent pas forcément autour des écrans. On a des composants, on a des innovations dans les services, on a plein de choses en fait à vous partager. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver Guillaume Poggias-Pala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bon écoute, ça va très bien. C'est toi qui nous a concocté le menu de cet épisode en intégralité et ça fait plaisir de voir qu'on a un petit peu tout, un savant complément à l'épisode hebdo. Tout est délicieux. Absolument. Et on va commencer par une entrée extrêmement savoureuse qui donne l'eau à la bouche parce que tu as suivi avec attention là quelque chose auquel j'ai été, je le confesse, beaucoup plus étranger par rapport au reste de l'actu tech. C'est la Display Week qui a eu lieu cette année, qui a lieu j'imagine tous les ans et que moi je ne suis pas, ça fait partie de ces sujets qui me hype moins. Mais toi t'as regardé ça avec attention du coup? Ouais, alors faut avouer que la Display Week c'est un truc effectivement qui a lieu tous les ans, mais c'est du B2B, donc c'était du 8 au 13 à San Jose comme ils disent. Donc la Display Week organisée par la SID, c'est la Society for Information Display, qui fête ses 60 ans quand même. Et donc ouais, c'est une conférence pour les pros où les fabricants montrent leurs derniers modèles, donc les fournisseurs montrent des concepts, des protos, leur catalogue de composants, mais pas des produits finis, pas des choses qui sont vendues dans l'année au grand public, quoi. Et du coup, c'est pas forcément beaucoup couvert, en fait. Il n'y a pas énormément de couverture dessus. Et puis, bon, effectivement, c'est un peu sérieux. Tu as par exemple le meilleur prototype, parce qu'ils font des prix, meilleur truc, meilleur machin. Donc le meilleur prototype, c'était Protech, qui a une nouvelle méthode pour ajuster les couleurs sur des LED, sur des substrats de nitrure de gallium indium. Voilà. Ou alors il y a 6P Color, avec son algorithme pour gérer des couleurs sur des écrans multiprimaires, c'est-à-dire des écrans qui ont plus de 3 couleurs primaires. Et oui, ça existe. Donc c'est du sérieux, c'est vrai, mais on a aussi heureusement des choses qui sont un petit peu plus visuelles. Et c'est tant mieux pour un festival de l'écran, quand même. Puisque c'est quand même vraiment ça, c'est un festival de l'écran. Donc, par exemple, on avait des écrans à 10 000 nits. Donc d'une luminosité de 10 000 nits. Alors c'est énorme, un écran standard, c'est dans les 500 nits max. Les HDR montent parfois à 1000 nits, mais 10 000 nits, c'est vraiment énorme. Ça permet d'envisager... Alors oui, c'est clair que ça peut te cramer un peu la rétine, mais en fait, surtout, ça permet d'envisager un usage en plein soleil, par exemple. Voilà, c'est pour des écrans d'extérieur, tout simplement. Donc il y a eu des annonces d'écran pour ordinateur portable à 240 Hz, le tout en HDR+, et même à 480 Hz chez AU Optoelectronics avec des temps de réponse de 1 milliseconde. Donc ça pourrait concerner les écrans de PC de bureau ou portable en 24 et 16 pouces et en Full HD. Et avec un taux de rafraîchissement pareil, c'est pas évident d'avoir du Full HD. On avait déjà des protos qui allaient aussi haut, mais sur des résolutions beaucoup plus faibles. Donc voilà, la Full HD, ça peut paraître un petit peu faible en résolution, mais c'est aussi pour ça, c'est parce qu'il y a énormément d'images par seconde. Bon, au passage, oui. les fréquences d'affichage, tu sais, j'ai toujours en tête ton scepticisme quant à l'apport que ça peut représenter. Vraiment, moi, je suis de plus en plus convaincu maintenant quand je vois des écrans avec des fréquences de rafraîchissement plus élevées et quand tu repasses après à des écrans avec des fréquences de rafraîchissement plus standards, c'est quand même bien moins agréable, quoi. Franchement, je vois vraiment la différence. Après, est-ce que je verrai la différence sur du 240 ou 480 Hz? Je suis pas certain, mais bon. Ouais, je suis pas certain non plus. En fait, ça dépend de l'usage. C'est-à-dire que ça dépend moi, si tu veux, moi j'ai un téléphone à 60 Hz, ça me dérange pas qu'il soit à 60 Hz. Et non, effectivement, mais ça tu l'aurais dépend. à 120 Hz pendant une semaine, ça te je l'aurais les à yeux 120 de l'avoir à Hz. 60 Hz après. C'est possible, mais bon, voilà, après ça dépend à quel prix, quoi, tu vois, si ça consomme pas beaucoup plus et que ça change rien en mode autonomie, tout ça, pourquoi pas. Mais disons que, pour moi, ça vaut pas le coup forcément de bouffer de l'autonomie pour ça, si ça bouffe de l'autonomie. Bon, après, maintenant, ils ont fait beaucoup de progrès là-dessus, avec des fréquences variables, etc. Après, pour les écrans d'ordinateur, bon, pour la VR, c'est important d'avoir des hautes fréquences de rafraîchissement à 120 Hz, typiquement, pour la VR, c'est ce qu'il faut, quoi, hein. Après, 240 Hz, de 480 Hz sur des écrans de PC, bon voilà, moi je suis pas un pro gamer, si tu veux, c'est clair que moi ça va pas me servir. Moi, jouer à Overwatch à 120 Hz ou à 240 Hz, je suis à peu près persuadé que je fais pas la différence. Mais bon, peut-être que ça peut servir à des gens. Moi, si tu veux, voilà, pour moi, je pense pas que je sois le client d'un truc à 480 Hz. Bon, après, j'ai pas testé, cela dit. Je ferai partie des gens qui seront mauvais à Overwatch, quelle que soit la fréquence de rafraîchissement dans mon cas, de toute façon. C'est tout à fait probable.
Enfin bon, au-delà de ça, AU Opto présentait aussi des écrans ultra larges pour les voitures, par exemple, des écrans haptiques, des écrans avec des caméras intégrées, c'est-à-dire vraiment dans l'écran, donc il n'y a plus aucun trou, tout simplement. Il y avait aussi des écrans réflectifs. C'est ça, un écran haptique, pardon? C'est le fait d'avoir un caméra dedans? Non, c'est pas quoi? du tout. C'est Haptique, avec non, le haptique, retour sensoriel. Oui, c'est des écrans haptiques, c'est-à-dire des écrans où, comme tu appuies dessus, tu as l'impression qu'il y a des vraies touches. Voilà, tu as l'impression que, voilà, enfin, évidemment, tu peux avoir, donc, soit des effets de frottement, soit des effets de vibration, soit des effets où tu as l'impression que c'est bombé, quoi, par exemple, ce genre de choses. Et effectivement, et d'autre part, tu avais aussi des écrans avec des caméras intégrées pour, voilà, des téléphones mobiles sans aucun trou, typiquement. Puis il y avait aussi des écrans réflectifs, donc typiquement des choses comme du papier électronique. Donc d'ailleurs, ce qu'ils avaient montré, ça a l'air d'être un petit peu comme du e-ink. Voilà, alors e-ink d'ailleurs, alors c'était pas cet événement-là, mais ils avaient déjà montré les Kaleido 3, la dernière génération donc électronique couleur qui est sortie cette année, donc qui améliore un petit peu tout en fait, tout simplement. Que j'attends aussi, et il y a une technologie un peu concurrente, on va dire, qui est assez rare pour l'instant, c'est le cristal liquide de cholestérique, qui est une technologie nouvelle d'écran passif dans le sens où l'image reste même sans électricité, et c'est un peu les mêmes avantages, ça apparaît un peu les mêmes inconvénients aussi que l'e-ink, c'est à suivre, et donc il y avait une pelletée d'autres invités aussi, qui offraient des trucs assez originaux. Donc voilà, par exemple, je peux embrayer sur... Oui, avec les écrans... Vas-y. Oui, avec Inolux. Inolux était un qui était donc présent avec plusieurs écrans assez sympas. Bon, il avait coché la case Metaverse, évidemment, avec des écrans ultra denses pour les casques VR. Donc c'est pas forcément original, mais c'est quand même assez cool. C'est des pixels de 12,6 micromètres pour des écrans qui atteignent les 2000 points par pouce. Donc il parle de résolution de 3000 par 3000 par œil avec un FOV de 100 degrés en 120 Hz. Ce qui est pas mal du tout, sans être non plus complètement spectaculaire, mais ils évoquent aussi des écrans light field, c'est-à-dire des écrans qui permettraient de faire la mise au point sur les objets, de résoudre les problèmes de profondeur de champ fixe en fait. Bon, ils donnent pas de détails, donc j'ai pas vraiment d'idée de comment ça marche, de ce que ça pourrait donner, d'autant qu'ils disent que ça permettrait aussi de se passer de lunettes de vue, une promesse qui, moi, personnellement, me séduit vraiment énormément. Moi aussi, ce serait absolument génial, mais bon. Voilà, après il y avait aussi des écrans, alors ils avaient aussi des écrans, donc pas pour la VR, des écrans quoi, et ils avaient fait ce qu'ils ont appelé la galerie. Donc la galerie Inolux, c'était ni plus ni moins qu'une galerie d'art, avec des peintures présentées sur des écrans, dont certains étaient spécifiquement conçus pour ça. Et donc, en particulier, il y en avait qui minimisaient au maximum la réflexion spéculaire, de comprendre, c'est-à-dire qu'ils étaient totalement anti-reflets. Il n'y avait pas de reflet du tout, quoi. Donc ces écrans qui ultra mat en fait, et du coup dessus quand tu mets des peintures, ça a beaucoup plus l'air d'être vraiment des peintures, et en plus évidemment ça peut quand même s'animer et tout, donc ça ouvre des perspectives quoi, ne serait-ce que voilà pour la muséographie même, et encore plus original, enfin en tout cas je trouve, parce que moi je crois que j'ai pas vraiment jamais entendu parler de trucs comme ça, mais bon, c'est peut-être moi, c'est des écrans avec reflets cette fois-ci, mais cette fois c'est des écrans à reflets voulus, c'est les écrans qui s'appellent les écrans comment? Dans quel cas est-ce qu'on peut vouloir rajouter des reflets? Justement, c'est ça qui est marrant, oui, c'est ça qui est assez original. C'est ce qu'ils appellent les écrans kirameki. Alors kirameki, ça veut dire scintiller en japonais, et c'est important parce que c'est exactement ce que font ces écrans, ils scintillent. C'est le but. En fait, quand tu as un écran normal, les seules choses qui sont contrôlées pour chaque pixel, c'est la couleur et l'intensité de la lumière, mais pas la direction de la lumière. Bon, imagine, tu as des draps en satin, parce que tu le vaux bien. Bon. Des draps crème en satin. Voilà, tu le visualises les draps crème en satin? Bon, si tu te déplaces de gauche à droite devant ton drap, les reflets dessus vont bouger, ils vont changer avec le point de vue, même si le drap est crème de partout. La couleur que tu perçois, elle est différente pour un même endroit du drap selon la direction par lequel tu le regardes. Et alors, si ton drap en satin est affiché sur ton écran, évidemment, ça tu le verras pas. Les couleurs changent pas selon l'angle de vue, sauf sur un écran kirameki. Sur ce type d'écran, la lumière est modulée pour chaque pixel selon la direction, ce qui permet de reproduire la brillance et le scintillement des objets. Donc, je suis en train de voir la vidéo, je suis complètement bluffé au passage. Si tu as un saxophone affiché, le chromé va t'apparaître réel et bouger selon le point de vue, comme en vrai. Ça peut aussi reproduire des effets d'irisation sur les ailes des papillons, sur les taches de pétrole par exemple, ce genre de choses. C'est un truc que j'avais jamais vu perso, donc voilà, c'est marrant. Mais comment ça marche? Parce qu'il fait du tracking, il fait quoi? Je comprends pas en fait comment ça marche. C'est la diffusion de la lumière qui se fait pas de la même manière selon les pixels que tu... J'ai du mal à comprendre. En fait, je pense que j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu comme les écrans autostéréoscopiques lenticulaires. Tu vois comment dire, la 3DS, tout simplement. Tu prends l'écran de la 3DS, selon l'angle sous lequel tu le regardes,
t'as pas le même point de vue, donc t'as pas la même image qui t'est renvoyée en fait. Bon, là t'as que 2 images sur un truc comme ça, mais en fait tu peux imaginer que selon comment tu te déplaces latéralement en face de l'écran, ben ça te renvoie une quantité de lumière qui est légèrement différente et qui correspond au reflet que tu veux, enfin l'impression de reflet que tu veux donner. Ok, c'est vraiment bluffant. Allez voir la vidéo. Bah, de toute façon, on parle d'affichage, donc si vous pouvez avoir des éléments visuels pour servir de support pendant notre échange, c'est plus pratique. Mais quand vous allez voir la vidéo que vous a mis Guillaume Pogciaspala dans les liens de l'épisode, vous irez voir. Donc la première partie, c'est la partie sans reflet, la deuxième avec reflet. Franchement, c'est magique. Hein. Ça laisse imaginer effectivement dans des musées ou dans des environnements domestiques, etc. Très sympa. Cool. D'autres nouveautés, du coup, d'autres marques qu'on a peut-être l'habitude aussi de connaître dans le monde des écrans. Ouais, bah la star de l'événement, c'était sans doute le micro LED, qui s'annonce un peu comme le prochain Graal de l'écran ultime, quoi. Donc il y en avait chez Plenitrid. À toutes les sauces, voilà, les micro LED à toutes les sauces, transparents, tactiles sur des écrans transparents, des écrans tactiles et des écrans transparents et tactiles. Voilà, des écrans ronds, des écrans plutôt basse consommation, donc à matrice passive. Des écrans flexibles sur un sac à main, des écrans tout petits pour un casque VR, des écrans ultra haute luminosité pour les voitures quand t'es en plein soleil. Donc il y avait voilà tout ça, et puis bon, évidemment, hein, vous y attendez quand même aussi, il y avait aussi les grands noms, Samsung et LG, qui produisent eux-mêmes des écrans et des technologies d'écran. Et donc c'est un petit peu toujours enfin on s'y attendait, hein. Chez LG le futur c'est l'OLED, donc voilà, c'est des grands promoteurs de l'OLED chez LG. Et donc il y avait des écrans pliants, beaucoup, et il y avait des écrans pliants à 360 degrés par exemple. Donc il y a un télécran pliant à 360 degrés, c'est un téléphone par exemple qui s'ouvre comme une petite tablette. Bon, ça, maintenant on a un peu l'habitude, mais il continue à se plier, il se replie comme ça, il continue à 360 degrés, comme un yoga de Lenovo, voilà, si vous voyez ce que ça donne. Donc vous pouvez en faire une petite tente, une petite tente que vous posez devant vous, et donc il y a un demi-écran de chaque côté, donc voilà, 2 personnes peuvent par exemple regarder 2 choses différentes, ou jouer en coop à un jeu par exemple avec 2 écrans. Il y avait aussi un laptop qui était équipé d'un écran pliant de 17 pouces, et voilà, c'était qu'un écran pliant en fait. Hein. C'est un concept qu'on a déjà vu avec des écrans pas pliants, ça, hein, c'est assez... Mais bon, voilà, évidemment, il est plus fin, bon, c'est pliant, voilà, c'est le remise au goût du jour. On avait aussi de l'OLED transparent et tactile. Alors là, la nouveauté est plus technique, hein, puisque c'était juste que la couche tactile était intégrée dans la masse. Il n'y a pas de couche tactile par-dessus, tout était intégré dans la masse, qui donne des écrans qui sont encore plus fins. Il y avait des OLED ultra haute luminosité à 7000 nits, et de très haute densité qui sont gravés directement sur silicium. Alors c'est quand même assez fort, hein, parce que c'est les OLED en général, c'est justement le point un petit peu voilà, le point qui est un petit peu difficile, c'est la luminosité. Donc là ils utilisent des trucs derrière pour booster la luminosité, donc ça donne des LED qui sont voilà 7000 nits, c'est à peu près ce que j'ai dit là, pas très loin des 10 000 nits que je sollicité comme étant des écrans d'extérieur là, donc c'est quand même vraiment impressionnant. Et puis il y avait aussi Samsung évidemment, Samsung était plus dans le concept, dans la com, avec une vidéo de cas d'usage où il y a plein d'écrans différents, plein de cas d'usage différents. Donc on avait un téléphone qui se déplie en 3 volets au lieu de 2 actuellement, hein. Donc globalement c'est le Flex G, hein, qu'on avait déjà vu au CES. Donc on triple cette fois la surface d'affichage, on peut aussi s'en servir, voilà, alors tu peux le plier un petit peu comme tu veux, tu vois, tu peux avoir un clavier avec un double écran, etc. Donc apparemment c'est très utile si tu es surfeur, puisque voilà, le cas d'usage que j'ai trouvé c'est un surfeur. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon c'est pas grave. Donc on a eu droit à des écrans partiellement enroulables, pour pouvoir augmenter temporairement la taille de l'écran, donc moins que si tu le plies, mais quand même un petit peu, donc voilà, c'est un concept qu'on a retrouvé aussi pas mal, hein, et qu'on retrouve chez BOE aussi par exemple. C'est des choses qu'on a vu déjà beaucoup sous forme de concept, malheureusement. Pour l'instant, à ma connaissance, pas sous forme de produit. Donc des écrans utilisables en plein soleil, donc voilà, qui font la joie de 2 papis et mamies, qui, je sais pas, peut-être en Floride, qui s'éclatent sur les jeux vidéo. Bah oui, notre génération aussi un jour sera retraitée, hein. Elle sera retraitée, mais pas en Floride, puisque la Floride aura disparu sous les eaux. Mais bon, elle sera retraitée un jour. Et donc on s'éclatera sur les jeux vidéo quand même. Et voilà, donc on a aussi de la pub, hein, la pub pour les écrans QD, pas mal de choses, même si pour être honnête, bon, voilà, ça évolue toujours, mais c'est vrai que je vois toujours pas des masses de téléphones pliants dans la rue, hein, c'est vrai. Ça fait 2 ans quand même que c'est sorti sur le marché, au moins, il me semble. Après, un Z Fold, ça reste très cher, c'est vrai que les prix ne baissent pas des masses. Bon, c'est aussi pour ça que je pense que c'est pas encore vraiment très répandu, quoi. Oui, mais le Z Flip est pas si onéreux que ça par rapport à son caractère de nouveauté. Il coûte pas 1200 quand même, un truc comme ça. Ah merde, j'ai plus en tête, pardon. Ah, tu vas parce gentiment contredire ta raison. Le grand, je crois qu'il fait 1600 balles quand même. Et le petit, je crois qu'il fait quand même 1200 ou un truc comme ça. Il fait plus de 1000 balles quand même. Oui, donc ce qui n'est pas forcément donné pour tout le monde. C'est pas totalement cadeau. Ouais.
C'est marrant, je l'avais pas du tout en tête à ce prix-là. Il nous semble, il faut, voilà, je pas non plus... Bon, tous les forcément, tarifs c'est en tête Samsung, précis. alors ils ont des tonnes d'offres de remboursement qui font que, en gros, vous le payez moins cher. Mais, ok, 990, ouais, ok, donc on est quand même dans les milliers d'euros. Effectivement, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour toutes les bourses. Ben, ça arrivera peut-être. J'ai pas non plus l'impression qu'il y ait une attente particulière et que le frein premier, ce soit le prix. Tu vois, c'est ça aussi qui fait que ça me fait poser Ça, je sais question. pas. Moi, j'ai tendance à penser que le prix est quand même vraiment très important pour l'adoption, mais bon, écoute, je sais pas exactement. Peut-être. On verra. On va arrêter de parler d'écran. C'est quand même la rubrique la moins radiophonique qu'on puisse avoir. N'est-ce pas ? Vous l'avez bien dans les notes de l'épisode. Mais malgré tout, tu arrives à nous le faire percevoir, à nous le faire entreapercevoir, fermer les yeux et voyager avec Guillaume. Mais donc, on va parler Regardez avec d'autres votre cœur. Bien sûr, c'est comme ça qu'on voit le mieux. Par contre, on va parler d'autres choses, d'autres éléments qui composent nos matériels qu'on aime tant. Ce sont les composants, mini-chroniques des composants, à commencer par des news du côté de chez TSMC et de Samsung, Guillaume. Oui, on continue à parler d'un petit peu de matériel, en parlant un peu plus, on parle un peu plus de puces, voilà. Donc on commence par une mauvaise nouvelle, ouais, désolé, hein. TSMC et Samsung vont monter leur prix. TSMC avait déjà monté de 20% l'an dernier en plus, hein. Voilà, il y avait eu un impact un petit peu différent selon les gammes. Samsung, lui, s'était abstenu. Cette année, TSMC va encore augmenter, mais dans une moindre mesure. Il faut dire qu'il va aussi couper les rabais sur les process qui rentrent en production de masse, donc ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Et Samsung, on prévoit entre 15 et 20% de plus. Il faudra lui payer ses composants 15 à 20% de plus. C'est un coup dur pour tout le monde. 15 à Même 20% Intel, de dans plus. une certaine mesure. Ouais. Quand même, c'est pas rien, hein. Et puis bon, tout le monde, de toute façon, fait appel à soit à Samsung, soit à TSMC. Même Intel, dans une certaine mesure, qui est désormais partenaire de TSMC sur certaines puces. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs aussi, hein. Parce que bon, en bout de chaîne, ils vont supporter une partie de cette hausse. Alors même que les prix commençaient à baisser sur les GPU en particulier, c'est quand même dommage. Mais bon, les coûts de fabrication montent. Les problèmes s'accumulent. Il y a la guerre en Ukraine, il y a les perturbations qui sont dues au confinement en Chine, il y a l'inflation, les taux d'intérêt qui augmentent. Donc bah, évidemment, faire des emprunts, c'est aussi plus cher pour les grands groupes. Et bon, la complexité de fabrication augmente elle aussi, hein, malgré le passage aux ultraviolets extrêmes et l'amélioration des machines ultraviolets extrêmes, dont on avait déjà parlé la dernière fois. Par exemple, avec les grosses ouvertures. Donc on le voit sur la nouvelle feuille de route de TSMC d'ailleurs, hein, les délais, enfin les temps entre deux nouveaux process s'allongent. Et les process intermédiaires viennent combler un petit peu les trous. Par exemple, entre les nodes N7 et N5, il y a eu 2 ans, entre 2018 et 2020. Entre N5 et N3 aussi, mais entre N3 et N2, il y aura 3 ans. Normalement, N3 entre en production de masse à la fin de cette année, et N2, il atteindra ce stade qu'à fin 2025, si tout va bien. Et donc, il n'y aura qu'un seul truc, il y aura N3E en 2023. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre de prévu pour le moment. Peut-être encore une amélioration de N3. Bon, mais en tout cas, ça va être quand même assez chaud. Eh bien oui, je pense que de toute façon les tendances sont bien dessinées, on va continuer à les suivre. On a du nouveau aussi du côté de batteries, de piles, de la gestion de l'énergie, du stockage de l'énergie. Oh pardon, j'ai parlé de MIPS. J'ai parlé de Non, MIPS. c'est moi. On n'a pas parlé de j'ai pas parlé de MIPS MIPS. qui passe au risque 5 effectivement. Mais oui, c'est marrant. Alors, ouais, pour conclure sur tunnel de puce, voilà, on va finir avec une vieille gloire du microprocesseur que nous devons honorer, hein, parce qu'elle nous a donné beaucoup de bonheur. Et oui, qui suis-je ? Je suis une architecture de processeur des années 80-90. J'ai propulsé les premières PlayStation et la Nintendo 64. J'ai fait rêver des millions de personnes et j'ai animé les plus beaux dinosaures du cinéma en 93 grâce à ma puissance de les stations de travail Silicon Graphics. À l'époque, je représentais un tiers des CPU RISC. J'étais dans les R4000, dans les R6000. Je suis maintenant dans les Longsoon. Je suis MIPS. Mais oui, bien sûr, je suis MIPS. Exactement, MIPS, c'est plein de choses, MIPS. Alors déjà, c'est une abréviation qui veut dire Million Instructions per Second, unité de performance qui s'utilise plus guère aujourd'hui, et qui de toute façon n'a rien à voir avec la sauce dans cette discussion. C'est surtout une architecture de processeur, donc celle des R3000 de la PlayStation par exemple. Dans ce contexte, ça veut dire Microprocessor without interlocked pipeline stages. C'est-à-dire puce vachement efficace qui déchire tout. Hein, traduction libre. Hein. Bon, l'architecture MIPS a presque disparu en Occident, mais elle est utilisée en Chine et en Russie sur de la haute performance, et c'est probablement là-bas qu'elle va s'épanouir le plus. Et c'était conçu par une boîte qui s'appelait MIPS Technology, qui était une boîte californienne, qui n'existe plus d'ailleurs, qui avait été rachetée par Imagination, ceux qui faisaient les PowerVR, donc un temps les plus graphiques des produits Apple, et ça a été revendu en 2017. Et donc MIPS revient, mais sans MIPS.
puisque désormais, la fort mal nommée nouvelle MIPS, cette nouvelle société MIPS va créer des puces sur RISC-V, des processeurs qui sont donc sur architecture RISC-V. Ils vont s'appeler les Ivocore. Les Ivocore P8700 et I8500, qui sont donc designés respectivement pour la haute performance et pour la faible consommation. Ils seront disponibles à la fin de l'année normalement, donc on pourra juger sur la crédibilité de RISC sur une architecture qui cesse de gagner des partisans, des parts de marché, et on va voir quelle est sa crédibilité dans le haut de gamme, ça sera assez intéressant. Donc voilà, l'histoire de MIPS est compliquée, le nom reste, mais l'architecture vit sa vie, voilà, c'est marrant, loin de chez nous, vers l'Orient, comme ça, vers l'Orient lointain. Et c'est papa pareil sur un autre poulain, voilà, les temps changent, les pages se tournent, tout ça. C'est l'histoire de la technologie qui défile sous nos yeux, c'est magnifique. Alors donc du coup, cette fois-ci pour de bon, on va parler de piles mais plus vertes. Mais alors quand on dit plus vertes, c'est pas plus respectueuse de l'environnement, c'est limite organique, Guillaume. Ben oui, parce que quand on parle d'électricité verte, on prend pas ça au pied de la lettre d'habitude. Mais à Cambridge, ils sont très très littérales, donc ils ont conçu une cellule photovoltaïque avec des algues. C'est un récipient qui fait la taille d'une pile, une pile AA, voilà, si vous voyez ce que ça donne. Et ça contient des petites algues, des algues Cinechocystis, voilà, qui font leur petit boulot de Cinechocystis, c'est-à-dire qui consiste principalement à faire de la photosynthèse quand il y a du soleil. Et il semblerait, pour une raison que j'ignore totalement, que ça produise un petit courant qui est récupéré par des électrodes en alu. Ouais, n'oubliez pas que je suis nul en plantes. Et on peut se demander pourquoi j'ai choisi de parler de ce genre de truc, du coup. Mais pourquoi t'as choisi de parler de ce genre de truc, du coup? On m'a dit qu'un jour, il fallait sortir de sa zone de confort. Voilà. Alors, juste après, on parle d'Elon Musk, et après, je parle de musique, enfin, moi, des trucs. Mais bon, voilà. Donc, bref, ces algues qui utilisent la lumière du soleil pour fabriquer, leur viande de plante, leur viande de plante. D'ailleurs, elles mangent quoi dans leur pile? Les plantes, ça mange du CO2, il me semblait, non? Donc, je sais pas, est-ce qu'il y en a assez dans la pile, ou est-ce qu'il faut, est-ce qu'elle est tout verte pour que le CO2 se dissout dans l'eau? Je sais question. Pas exactement, mais bon. Puis elle a besoin c'est de comme lumière, les poissons. De soleil. Ouais, elle a besoin de lumière, mais elle a besoin de CO2, ou alors, je sais pas, il faut lui mettre des trucs, comme les poissons, il faut lui mettre des croquettes dans le bocal régulièrement, comme ça. Des croquettes. Je sais pas, j'y peux rien, moi, si l'article complet, il est derrière un paywall. Si j'ai que le communiqué de presse de l'université de Cambridge, c'est ce que je te dis, moi. Bon, enfin, bref. Ces plantouilles en tube. Public rédactionnel, c'est beau, punaise. Presque. Non, c'est un peu plus long que ça, mais bon, voilà. Donc, en gros, ces plantouilles en tube, là, voilà, font quand même suffisamment d'électricité pour alimenter un microcontrôleur, un Cortex M0, et pendant des semaines entières. Et en plus, non seulement ça marche de jour avec la photosynthèse, mais ça marche aussi de nuit, alors qu'il n'y en a pas. Apparemment, la nuit, elles cassent la croûte, voilà, elles cassent la croûte de la bouffe qu'elles ont produit pendant la journée. C'est vraiment chelou, ces plantes. Et donc, comme ce type de micropuce, c'est typiquement les Cortex M0, le machin, c'est typiquement ce qu'on retrouve dans des tout petits appareils de type Internet des objets, les auteurs voient déjà dans leur mini-aquarium un moyen d'alimenter des millions d'appareils juste avec le soleil et peut-être quelques croquettes. Alors, des piles vivantes, c'est exactement ça, c'est vivant. Est-ce qu'une pile vivante, est-ce que c'est pas une bonne idée? Du coup, quand elles seront mortes littéralement, t'as plus qu'à les composter, ça c'est quand même très fort. Après, je sais pas comment ça se passe. C'est ce que tu peux bouturer ta pile pour un ami, par exemple. Je sais pas. Est-ce que ça peut grossir dans le bocal, tu vois, si tu Est-ce qu'il faut des engrais pour que ça aille plus vite? C'est ça, si tu donnes trop de croquettes, tu donnes beaucoup de croquettes. Est-ce que ça grossit? Tu peux faire un élevage. Tu vois, Est-ce que ta pile peut tomber malade? Ça tombe malade, les plantes. Est-ce que ça peut tomber malade? Est-ce que tu devras mener ton thermomètre connecté au vétérinaire, du coup? Tiens, je sais pas. Il y a tant de questions qui se posent. Ouais, je pense qu'on est juste en train de voir le futur où, donc Tesla équiperait ses véhicules avec des batteries équipées de plantes, et donc ça ferait les ancêtres des monstres plantes. Voilà, c'est tout. On a compris, ça arrivera comme ça. Ce ne sera pas le Terminator qui nous détruira tous, mais les vrais monstres plantes. Les plantes mutantes de Tesla. Bah oui, forcément. Bon, tout ça est très logique et très plausible. En attendant, on va aller sur un autre élément composant, notamment de nos smartphones, parce que Sony, alors j'avoue que j'ai toujours du mal à comprendre si Sony continue à faire des smartphones, continue, j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre, mais en tout cas, il y a un nouveau smartphone qui propose une révolution, évidemment, sur le plan de la prise de vue, c'est là où ils sont bons, hein, notamment Guillaume. Ben ouais, on avait évoqué l'arrivée prochaine des zones optiques dans les téléphones, le téléphone mobile, il me semble, il y a quelques mois, puisque Oppo annonçait les prototypes et Vivo aussi dans ses Apex, mais ça c'était il y a 2 ans. Quand je dis zoom optique, c'est bien qu'on a un système un peu comme dans un appareil photo avec des lentilles qui bougent, vraiment, tout ça pour offrir une gamme de zoom continu. Zoom variable, ouais. Voilà, un zoom variable. Dans les Apex, c'était entre 5 et 7,5, une gamme quand même assez limitée, et surtout les Apex sont des concept phones. C'est pas des produits grand public, quoi, ils sont pas vraiment vendus. Et donc des téléphones avec zoom optique qu'on peut acheter, il y en avait pas, en tout cas jusqu'à l'arrivée
des Sony Xperia 1 IV, qui persiste avec sa nomenclature débile. C'est un téléphone de très haut de gamme, voire même trop haut de gamme. 6 pouces 4, en 4K, 120 Hz, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, et donc zoom optique pour le capteur téléobjectif. Tout ça pour 1600 balles. Donc téléphone de luxe, voilà, un flagship, un vrai en gros, qui... si luxe que ça en est même trop. Enfin, je veux dire, tu vois, 4K sur un écran de 6 pouces, franchement, je sais pas, un peu too much, tu vois. 12 Go de RAM, franchement, c'est 99% des cas, t'es quand même vraiment bien large. 500 Go, 512 Go aussi d'ailleurs, franchement, c'est quand même beau. Et pour le zoom, si techniquement c'est impressionnant quand même d'avoir miniaturisé tout ce système dans un capteur de téléphone tout plat comme ça, dans les faits, la gamme de zoom c'est entre 3.5 et 5.2. Oh, c'est pas mal. 3,5 fois et 5,2 fois. Donc c'est pas mal, mais enfin c'est quand même assez limité. Et puis donc le téléphone a aussi 2 autres capteurs. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais il a un 16 et un 24 mm qui accompagnent le zoom. Et donc le zoom va d'un équivalent 85 à un équivalent 125. Donc c'est pas mal, mais ils sont tous 12 mégapixels, ce qui est correct sans être spectaculaire, t'avoueras quand même. Et à l'usage, en fait, c'est satisfaisant, certes, évidemment, mais si on le compare à un S22 Ultra, finalement, il n'y a pas de quoi grimper au rideau non plus, tu vois, parce que Samsung, il a 4 capteurs différents, qui permettent de monter jusqu'à un zoom 10 fois, avec un capteur absolument énorme d'ailleurs. Et en fait, le S22 Ultra, il est même un peu moins cher, il me semble. C'est quand même une histoire à 1400 balles, mais bon, voilà. Du coup, chez Sony, ouais, on salue la performance technique et finalement, compte tenu de l'équipement, le prix peut se comprendre. Mais franchement, j'ai de plus en plus de mal à voir l'intérêt de gonfler à mort la fiche technique comme ça, en faisant parallèlement gonfler à mort le tarif. Aujourd'hui, il y a des téléphones qui sont très puissants et parfaitement compétents pour littéralement 1000 € de moins. Le 6A, par exemple, il possède un équipement remarquable pour 450 balles. Alors oui, c'est très cool d'avoir un très bon photophone, tu vois, mais de là à quadrupler le prix, je sais pas si c'est pas un peu futile, quoi. Oui, et puis on sait aussi que la composante logicielle et puissance de calcul est évidemment énorme aujourd'hui dans les prises de vue sur les smartphones. Et finalement, on n'a peut-être pas besoin de ressources comme ça aussi avancées technologiquement pour faire des belles photos. Ta comparaison avec le Pixel 6a qui a fait l'objet d'un petit relais dans l'épisode Tech Café Hebdo, évidemment, est très parlante, je pense. Très bien, qu'est-ce qu'on avait d'autre dans notre besace? Peut-être un petit peu moins de matériel, mais quand même un sujet qu'on se doit de relayer. Alors on l'a pas relayé dans le Tech Café Hebdo parce que ça devient compliqué un peu de relayer ce sujet, mais on se doit malgré tout de vous tenir au courant. Ça me rappelle, tu sais, à l'époque où il y avait les rachats de TikTok, on comprenait plus rien à la fin à ce qui se passait. Il y a un peu ce côté-là qui arrive. C'est le sujet du rachat de Twitter par Elon Musk, Guillaume. Oh, ça devient fatigant. T'en étais sûr? On se fait un petit point de situation Elon Twitter, génial. voilà, voilà. Parce que voilà, il ne vous a pas échappé parce que c'est absolument partout, de toute façon ça vous a sans doute pas échappé, que finalement Elon Musk a suspendu son rachat de Twitter. Alors, il est toujours décidé à mener l'acquisition, à bien, sur le principe. Elon ne souhaite pas l'acquérir en l'état, car selon lui, le CEO, donc Parag Agrawal, ne donne pas une estimation fiable du nombre de bots, c'est-à-dire de faux comptes, sur le réseau. Pour Parag, c'est moins de 5%, pour Elon, c'est 20% au minimum, et il dit que ça pourrait être jusqu'à 50%. D'après Elon, Twitter n'aurait pas montré de preuves que c'est 5%, et donc Elon ne veut pas racheter en l'état. Parag a tweeté quelques explications supplémentaires, auxquelles Elon aurait répondu par un emoji caca. Et moi, je suis là à commenter ça avec sérieux et professionnalisme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des fois, il y a des news comme ça qui vous font remettre en question vos choix de vie. Mais bon, bref, si c'est bien le nombre réel d'utilisateurs quotidiens qui est en question, c'est un peu légitime aussi. Effectivement, si 20% des utilisateurs supposés sont des bots, c'est autant qu'ils sont pas monétisables. Donc c'est un réseau qui vaut moins cher ou qui est moins attrayant. Donc, qu'Elon cherche une excuse pour payer moins ou qu'il cherche une excuse pour ne plus racheter du tout ça c'est quand même désastreux pour Twitter en fait, pour son patron, pour ses employés qui savent plus trop sur quel pied danser, pour son action qui s'écroule d'ailleurs depuis une petite semaine. Bon, la comédie continue, ne vous inquiétez pas, on fera régulièrement des petits muscadets comme ça à la fraîche. J'aime ce petit rendez-vous du petit muscadet de la semaine pour vous relayer le sujet. L'emoji caca est probablement la cerise ou le caca sur le gâteau de cette chronique, effectivement. Prochain épisode très prochainement dans quelques jours. Alors, un acteur qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps dans l'innovation, dans les nouvelles technologies, c'est SoundCloud qui a hébergé des épisodes de Tablette Café à l'époque, et ça servait d'hébergement. Je sais que les copains de chez NipTech continuent à héberger leur podcast sur
sur SoundCloud. Respect. Et en tout cas, SoundCloud a procédé à un rachat. C'est fou de savoir qu'ils existent encore et qu'ils rachètent des trucs, Guillaume. Allez, encore une sortie de zone de confort, puisqu'on va avoir une discussion sur l'art et sur la musique en plus. Alors, un sujet que je ne maîtrise donc totalement pas. Et que je vais donc esquiver en vous repassant la patate chaude à vous, chers auditeurs, et à toi-même, Guillaume, après avoir donné la news. SoundCloud a racheté une boîte d'intelligence artificielle qui s'appelle Musio, avec 2 i, et qui se targue de savoir identifier les hits algorithmiquement. En gros, l'idée, c'est que SoundCloud, permettant à n'importe quel capybara de se prendre pour Céline Dion, il doit faire le tri sur des centaines d'heures de musique comme ça, sous-entendu presque toujours mauvaise, pour promouvoir les pépites. Et l'idée, comme d'habitude, c'est de passer ça à un algorithme qui le fait rapidement et sans demander aucun salaire et sans avoir de velléité syndicale, du classique. Alors, je doute absolument pas de la compétence de Musio de repérer parmi les gigaoctets de MP3 ou de FLAC, parce que on est chez les pros quand même, des trucs qui ont une ressemblance à ce qui est au sommet des tops au moment où l'analyse est faite. Mais bien sûr, ça soulève la question de bac de philo de la semaine. Où est l'aspect artistique, où est la créativité si l'on promeut automatiquement des contenus qui sont similaires à ce qui se fait déjà ? L'humanité était désormais condamnée à chanter en boucle. Le produit culturel ne devient-il alors pas juste un produit ? Aurait-on dû utiliser Musio avant de sélectionner nos candidats à l'Eurovision ? Voilà, vous aurez 4 heures. Les calculatrices sont autorisées. T'es dur quand même. C'est un sujet sur lequel c'est très difficile de rebondir malgré tout. Je voudrais être sûr de bien comprendre. Il prédit quel va être le hit de l'été, par exemple, c'est ça ? Ou quelle va être la musique qui va nous plaire si on écoute une musique, celle qui va s'enchaîner. Je pense que tu lui présentes une musique et il te dit si ça a une chance de plaire parce qu'il la compare à ce qui a du succès, aux quelques chansons qui ont du succès au moment M, je pense. Parce que Spotify a, j'imagine, des algorithmes de ce type-là qui se basent sur le fait que quand tu aimes bien tel artiste, tu as de bonnes chances d'aimer tel autre artiste parce que tous les gens qui Mais là, aiment c'est tel la artiste... reco. Donc là, c'est complètement décorrélé de la consommation. C'est sur la nature même du morceau. Le Musio écoute la musique et il dit ça fera un bon hip-hop, ça ferait bien un bon hip-hop, mais pour le mois d'août. Ce genre de truc, j'imagine. Très bien. C'est quand même mettre de côté beaucoup d'aspects, j'imagine, de la réalité de la radiodiffusion, parce qu'il y a des choix éditoriaux aussi. Bon, bref. Oui, peut-être que ce serait utile pour l'Eurovision, parce qu'il suffit de lui faire passer plein de candidats, et puis il désignera quel sera le probable vainqueur. On avait parlé il n'y a pas très longtemps, ça, Guillaume. C'est théorique, parce que c'est vraiment aléatoire, l'Eurovision. Ouais, et très politique quand même quand l'Ukraine a gagné. Bravo. On avait parlé il y a pas très longtemps, Guillaume, d'un point sensible dans les nouvelles technologies, dans les services en ligne. C'est notamment les applicatifs open source qui sont parfois suivis par des ressources qui sont pas très nombreuses, des équipes qui sont pas très étoffées, qui n'ont pas beaucoup de ressources. Et on avait dit que ça pouvait avoir des conséquences assez fâcheuses en matière de sécurité. Là, il y a a priori une proposition assez intéressante, si j'ai bien compris, en ce sens de la part de Google, qui met carrément la main à la poche pour tenter de combler le problème. Ouais, la sécurisation de l'open source, c'est un sujet majeur, qui est devenu majeur au fil des vulnérabilités qu'on relaye depuis des années. Donc tous ces codes sont faits par des bénévoles, en tout cas, c'est des trucs qui servent partout tout le temps, et souvent on oublie toutes ces heures de travail sur toutes ces librairies comme ça, les pauvrettes, sauf quand un de leurs bugs justement menace le web entier, comme ça a été le cas il y a pas très longtemps avec Log4j. Et dans son coin, Google, gros consommateur de bibliothèques open source, liste déjà 550 paquets qui sont audités continuellement. Et il va même plus loin en annonçant un service qui s'appelle Assured Open Source Software, qui met à disposition de ses clients cloud, par contre, une base de code open source sécurisée par ses soins. Donc voilà, il y a des audits, ces trucs sont certifiés. Donc c'est une initiative qui va dans le sens des annonces de Biden, de l'effort pour sécuriser donc les chaînes d'approvisionnement logiciel, sur laquelle donc peut reposer tout simplement la sécurité de l'État et d'une quantité, de toutes les boîtes même privées, j'imagine. Du reste, sécuriser l'open source, c'est pas gratuit, c'est même assez cher, on s'en doute, et on met peut-être pas autant que ce qu'on pourrait l'imaginer finalement, puisque l'OpenSSF, elle dit que, donc elle annonce une estimation qui serait de moins de 150 millions de dollars sur 2 ans. Alors oui, c'est supérieur à mon budget annuel, c'est supérieur à mon budget de vie, mais du point de vue des grosses boîtes tech qui basent collectivement une bonne partie de leur business sur ces trucs-là, c'est franchement des clopinettes. Et d'ailleurs, il y a 30 millions qui ont déjà été promis par des membres de l'OpenSSF, dont Amazon, Intel, Microsoft, Google, VMware, entre autres. Et honnêtement, je comprends même pas comment la totalité n'a pas déjà été dégagée, vu les bénéfices cumulés
ne serait-ce que des noms que je viens de citer, quoi, tu vois. Bon, après, bien sûr, c'est pas un one-shot. Il faudra évidemment consacrer un budget à ça sur le long terme aussi, hein. Il faudra faire un suivi, évidemment. Mais ça semble quand même à portée de main, quoi. Ça semble quand même possible. Bon, initiative intéressante, une belle démarche de la part de Google à approfondir. Et puis une proposition pour le moins curieuse et qui semble là aussi décorrélée de beaucoup de réalité. Mais bon, on se demande si les mecs réfléchissent vraiment au bout des propositions qui sont faites. Bref, c'est la volonté de l'Union européenne d'inciter et même d'obliger les services, le big tech à surveiller ce qui se passe dans vos messages privés, dans nos messages privés, Guillaume. Écoute, ouais, en France, on n'a pas le monopole du nous, on fait des lois, débrouillez-vous pour les appliquer avec, et c'est pour hier. Non, ça c'est pas, il n'y a pas qu'en France, hein. Nous et les Anglais, on a fait ça avec le porno. Alors, la vérification Pornhub hebdomadaire effectuée, hein, toujours aucun changement sur la vérification d'identité. Je rappelle que Pornhub et plein d'autres sont mis en demeure, mais apparemment, ça a pas l'air de, ça a l'air de leur en toucher une sans faire bouger l'autre. Et ben l'Europe, elle fait un peu pareil avec la pédophilie. Alors bien sûr, la pédophilie, c'est un sujet grave et lourd, hein, et personne ne va dire qu'il faut pas lutter contre. Toute la question étant le comment et à quel prix sur le reste des usages et des libertés individuelles. Alors c'est un sujet assez classique, je dois dire, hein, qui revient encore sur le tapis avec une proposition de loi européenne dont l'application se révélera délicate. Donc elle propose que les services en ligne aient l'obligation de détection du contenu pédophile ancien et nouveau, donc photos et vidéos principalement, mais aussi des sollicitations déplacées d'adultes vers les enfants, donc voilà, les messages de texte de, je sais pas, sollicitations cheloues vers les enfants, et tout ça, quels que soient les moyens technologiques mis en œuvre dans leur service. Et justement, voilà, selon les technologies employées, ces injonctions sont toujours difficiles à mettre en œuvre et parfois impossibles. D'ailleurs, le comment s'y prendre est bien entendu totalement absent du texte, hein, c'est on ordonne ça, débrouillez-vous. Et si vous êtes WhatsApp ou Signal, vous pouvez pas, hein, puisque vous pouvez matériellement pas lire les messages de vos clients. Tous les services qui sont chiffrés de bout en bout ne permettent tout simplement pas de mettre en œuvre cette loi. Donc il reste deux possibilités, hein, globalement, hein, essentiellement. Soit on interdit le chiffrement de bout en bout, ou bien on crée une master key, c'est-à-dire une porte dérobée en fait, hein, qui revient à tuer de fait tout l'intérêt de ce type de protection. Soit on installe des logiciels localement qui scannent absolument tout ce que vous envoyez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et en substance, ça rappelle fortement ce qu'Apple souhaitait implémenter et qu'à peu près tout le monde considérait comme abusif. Il faut bien se rendre compte de d'ailleurs ce que ça implique de déployer des mouchards systématiques et obligatoires sur toutes les machines d'Europe pour scanner toutes les photos, vidéos et textes envoyés. Parce que déjà, c'est techniquement très compliqué d'avoir des systèmes à la fois suffisamment légers pour tourner sur les clients rapidement et suffisamment fiables pour pas faire trop d'erreurs. Parce que des erreurs, il y en aura énormément, hein, c'est inévitable. Des faux positifs, ou pour être flagué pour pédophilie sans raison, ou juste voir les messages à ton petit-neveu bloqué, bon, ça c'est clair que ça va arriver plein de fois. Et bien sûr, tout ça, ça pose la question, hein, la question qui s'était posée avec Apple, tout simplement, de créer une infrastructure pour la pédophilie, qui pourrait aussi servir à plein d'autres choses, à supposer qu'elle fonctionne, pour filtrer autre chose, hein, des contenus violents, des contenus terroristes, hein, voilà, ce qui semble au premier abord légitime, hein, de filtrer les contenus terroristes ou violents, ok. Évidemment, c'est une pente glissante, voilà, on est quand même dans une période qui est quand même idéale, hein, pour constater à quel point tu vois que ce qui est acceptable, moral, immoral, dissident, bon, mauvais, vrai, faux, légal, illégal, peut varier radicalement selon le pays, tu vois, et la région du monde. Et je parle pas que de la Russie, hein, malheureusement. Donc, compliqué. Dans le cas d'Apple, il y avait il y avait deux propositions de mémoire sur ce sujet-là. Il y avait l'hébergement de photos à caractère pédopornographique et il y avait l'échange de visuels qui étaient considérés comme inappropriés. Je sais plus quelles étaient exactement les descriptions, mais qui correspondaient à une banque d'images qui était sourcée par différentes associations. Et c'était l'empreinte chiffrée de ces images qui était comparée à l'empreinte des images qui circulaient. Il me semble qu'il y avait quelque chose par rapport à ça qui était encore une tierce voix, tu vois. Alors, oui, alors, le coup, évidemment, de toute façon, c'est clair qu'on fait toujours des comparaisons d'empreintes parce que c'est beaucoup plus rapide. Ouais. De faire des comparaisons d'empreintes. Cela dit, déjà, c'est quand même lourd de faire, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'empreintes, et surtout, c'est que les empreintes, c'est des empreintes de choses qui existent. Donc c'est de la pédophilie qui est déjà préexistante. Or, la loi spécifie qu'on doit aussi détecter la pédophilie nouvelle, c'est-à-dire les nouvelles images dont on ne possède donc pas l'empreinte. Ce qui suppose de reconnaître une image à caractère pédophile, ce qui est un tout autre problème. Ce serait tellement pratique d'avoir une base exhaustive des images qui posent problème. Ce serait super, évidemment. Et en plus, il y a tout ce qui correspond au message texte.
peut être qui est pas fixé, je veux dire. Quelqu'un, je sais pas, un mec essaie d'accoster une jeune fille, je sais pas quoi, bon ben voilà, il lui écrit, il faut détecter ça, il faut détecter que c'est inapproprié, etc. Bon, je sais pas. Honnêtement, bon. C'est sur le devoir de philo que vous aurez à rendre pour la semaine prochaine. Il y aura aussi cette composante-là. On vous laisse disserter sur le sujet dans les commentaires de techcafé.fr. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous donnera une note de 0 à 20 avec beaucoup d'enthousiasme évidemment. Vous pouvez aussi le faire dans les avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict, et vous pouvez aussi, si jamais l'épisode vous a plu et intéressé et informé, vous rendre sur patreon.com/techcafé et contribuer pour nous soutenir dans la production de Tech Café. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cet épisode. Est-ce que tu peux nous rappeler enfin peut-être un scoop dans cet épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Non, mais là, on va me retrouver sur la plage, la marée basse. J'ai plus de piles. Ah bah oui, forcément, tu vas aller chercher des petites algues. On se fera une salade d'algues ensemble, ça nous donnera de et l'énergie. après, on se prendra un petit muscadet à la fraîche. Forcément, c'est peut-être le programme du prochain épisode de Tech Café Weekend. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et sur techcafé.fr. Merci beaucoup donc pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.